je pense que quand même certaines entreprises commencent à prendre conscience que le fait aussi qu'il y ait des seniors apporte tellement aux juniors et inversement proportionnel que pour moi aujourd'hui une entreprise doit absolument mélanger les générations. C'est un levier de performance et de production extraordinaire. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Odile. Marie-Odile a 67 ans. Elle va nous parler de ses jolies années aux côtés de Jean-Charles de Castelbajac, de son stage à 50 ans à la présidence de la République où elle a œuvré pendant plus de 4 ans, mais aussi de ses différents combats qu'elle a menés pour ne jamais succomber au complexe de l'imposture. Elle va aussi nous conter à quel point les rencontres ont été essentielles dans sa vie et nous laisse entrevoir les beaux challenges dans les années à venir. Bonjour Marie-Odile. Bonjour Mathilde. Je suis absolument ravie de vous recevoir pour cet épisode. Moi aussi. Je vous propose, c'est sympa, si vous êtes d'accord, de commencer par vous présenter. Alors, c'est pas facile de se présenter. En tout cas, merci de me donner l'opportunité, effectivement, de réagir. Bon, on va parler de ce sujet plus tardivement sur les seniors, parce que, comme vous le savez, c'est un sujet qui m'importe énormément. Eh bien, j'ai 67 ans, donc je suis vraiment dans les seniors plus, mais de toute façon, on n'a pas le choix, j'assume. J'ai un parcours très atypique, donc je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Et en tout cas, c'est vraiment super de donner l'opportunité de parler non pas de soi, c'est pas l'idée, c'est de dire que le fait d'avoir 67 ans, rien n'est terminé. Tout est très commencé, mais rien n'est vraiment terminé. Et je trouve ça génial d'avoir des jeunes comme vous. Vous êtes super, vous rayonnez, moi j'adore, qui apprécient les seniors, parce que nous, on fait partie d'une génération où clairement, on se mélangeait pas en fait. Alors qu'aujourd'hui, il y a vraiment un mélange assez naturel qui se fait et c'est top, moi j'adore. Bon, vous êtes sympa et on en a parlé, mais l'idée effectivement de ces émissions et de ce flot de podcast est venue du fait que j'ai commencé à travailler assez jeune. Ouais. Et quand j'ai commencé à travailler, je rêvais d'avoir des rides, je rêvais d'être beaucoup plus senior. Et aujourd'hui, bon, j'ai 38 ans, donc on va dire que c'est entre guillemets un âge facile professionnellement. En tout cas, je pense pouvoir le dire comme ça. Mais je vois en tout cas à quel point les rides peuvent être facteurs de discrimination pour un certain nombre de personnes que j'estimais, que je connaissais, et pour plein de nouvelles personnes que je rencontre. Ouais. Et donc, j'ai envie de faire passer un message, et j'ai envie que les personnes qui vous regardent ou qui vous écoutent se disent, mais c'est génial, mais Marie-Odile a fait ça, mais peut-être que moi aussi je suis capable. Justement, que vous m'avez inspiré ce matin, je me suis réveillé un peu tôt, parce que je réfléchissais à cette interview, et j'ai toujours retenu cette phrase de Gaulle qui est tellement vraie, la vieillesse est un naufrage. Alors, il y a des strates dans la vieillesse, et en réalité, il s'y est approprié, mais c'est Chateaubriand qui... Et donc, en suivant cette phrase, j'ai abouti à un podcast sur la vieillesse. Parce qu'en fait, Chateaubriand a rajouté les vieux sont une épave, ce qui est quand même assez dur, ce qui est pas tout à fait faux en même temps. Mais et moi, ce que je trouve extraordinaire, là, j'ai entendu une interview d'une femme de 84 ans qui a eu sa ceinture noire à 80 ans. Ceinture noire de judo ou de karaté? Kung Fu. Waouh! Extraordinaire. Elle a démarré par le judo. À chaque fois, elle a eu sa ceinture noire. Et en fait, elle avait jamais fait de sport. Et le message qu'elle fait passer, c'est pas une question d'âge, c'est le fait de vouloir. Et en réalité, on peut démarrer à n'importe quel âge un sport. Après, c'est à la mesure de ses moyens. Mais voilà, le sport, le vouloir, la motivation, les rencontres, je pense que ça a été une très belle rencontre, vraiment. Et il n'y a pas d'âge pour les rencontres, sincèrement. Je trouve que tout le monde peut apporter à tout âge, même des enfants. Il y a des enfants qui sont magnétiques. Donc, il n'y a vraiment pas d'âge. Après, c'est l'envie. Moi, je suis quelqu'un de passionné. C'est un peu mon problème. C'est un peu mon problème parce que les gens comprennent pas. Souvent, comme on vit dans un monde assez hypocrite et superficiel, on se dit ah oui, c'est pour se mettre en avant, mais pas du tout. Je suis réellement comme ça. Et c'est un message très difficile à faire passer de la passion. Quand on n'a pas vraiment, je suis pas artiste, je suis pas comédienne, dans une image. Bon, donc ça n'empêche pas d'être passionné sans image. Mais cette passion, elle vous dessert quelque part? Oui, parce que c'est pas facile à exprimer la passion et de la partager.
Parce qu'on a l'impression, je pense que les gens imaginent que c'est pour se mettre en avant et qu'en fait, il n'y a pas grand-chose derrière. Mais si, moi, j'aimerais te faire passer tellement de messages, tellement de choses. J'aurais pas assez de manie, hélas, pour faire ça. Mais oui, c'est pas facile à défendre la passion. Ok. À partir de là, on est anonyme, je dirais. Enfin, il faut rencontrer des gens comme ça, en fait, pour vraiment faire passer sa passion. Bah, bien sûr. Mais quand les gens sont pas passionnés ou indifférents ou longent leur vie comme ça sans vraiment se poser de questions, c'est compliqué parce qu'on n'est pas du tout dans le même monde. D'accord. Non. Enfin, c'est ma façon de voir la passion. Bon, j'entends. Comme je me sens assez passionnée, j'ai l'impression qu'on est dans le même monde, donc ça ne me choque pas. C'est le même discours, donc voilà. Super. Est-ce que vous seriez OK pour nous dire peut-être quel genre de petite fille vous étiez, à quoi vous rêviez quand vous avez démarré dans vos premières années? Moi, j'ai démarré, je dirais pas avec un handicap, mais j'avais un très fort strabisme. Et c'était un handicap, en tout cas petite. Bon, j'ai été opérée, mais les enfants sont très durs, très très durs. Mais en même temps, ça vous forge. En réalité, je me suis aperçu tout au long de ma courte vie. Alors l'autre jour, j'ai suivi aussi un podcast sur le média Légende. Je sais pas si ouais, bah, bien sûr, on adore. Et on est très admiratifs. Alors le type est très bon. Ouais. Et j'ai suivi Sarko, il a travaillé quand même pour lui. Et Sarko qui disait, mais en fait, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais comme beaucoup de gens disent, l'échec, en fait, il faut avoir des échecs pour grandir et avancer. Franchement, il y a des échecs dont on se passerait volontiers, ou en tout cas des situations qu'on n'avait pas prévues, évidemment, parce qu'on a plutôt tendance à les subir quand on est enfant. Et en sortir, c'est pas toujours évident, mais moi je suis pas tellement pour l'échec. Je pense que oui, effectivement, il y a des situations qui vous font grandir, réfléchir, forcément, parce que vous pouvez pas rester dedans. Mais l'échec, pour moi, c'est une connotation très péjorative. Donc, je préfère dire, bah oui, voilà, on est confronté à des situations difficiles, mais par les rencontres, par l'entourage, l'amour, l'affection, on en sort. Vraiment, on en sort. C'est pour ça, moi, il y a des bouquins qui sortent, comme par exemple le bouquin de Camille, vous savez, sur la pédophilie, enfin, bon, ça m'a un peu dérangé. Ouais, je comprends. Il y a des indécences, ou alors il faut carrément le dénoncer au moment où on le vit. Moi, je sais que j'ai eu cette faculté très jeune de dénoncer certaines choses. C'est vrai que ça vous fait mûrir à une vitesse incroyable. Mais je sais pas, il faut pas toujours tout. Aujourd'hui, on est dans le wokisme, dans la cancel culture, faut arrêter quoi. Moi, si on est là, c'est aussi parce que il y a eu des gens à un moment donné qui nous ont apporté une certaine culture, une éducation, une discipline. Heureusement. Et qu'il faut respecter cet héritage. Ah bah complètement. Et puis en fait, ça offre une énorme liberté la discipline, contrairement à ce que les jeunes peuvent croire. Parce qu'on a les règles. Et à partir du moment où on a les règles, on peut aller partout. Je dirais les règles, si je puis me permettre, mais aussi beaucoup les codes. Les codes, bien sûr. Mais les codes et les règles, tout dépend dans quel environnement on est, mais c'est quand même pas très éloigné. Et je pense que, alors on en prend conscience plus tard, il est vrai, mais l'autorité est hyper importante dans sa jeunesse. Si on n'a pas ça, on n'a pas de repères, en fait. Et les repères, c'est ce qui construit, c'est ce qui structure. Et c'est ce qu'on a complètement fait exploser aujourd'hui parce que les jeunes s'imaginent que quand on est sous autorité, alors il y a autorité intelligente et stupide, on va pas s'exprimer, mais c'est pas vrai. Au contraire. Et je pense qu'un jeune qui a les codes, il peut s'adapter à toute forme de milieu. Toute forme de milieu. Et ça, c'est une force incroyable. Vous avez eu le sentiment de bénéficier de ça dans votre éducation? Totalement. Moi, si j'avais pas eu ce capital, alors j'ai appris au fur et à mesure, j'avais de bonnes bases quand même, mais on apprend aussi par les rencontres, et puis typiquement à table, quand on a 15 ans, il y a des éléments qui vous manquent. Au fur et à mesure, si vous allez dans des familles qui ont cette éducation, vous apprenez parce que vous êtes adaptable, et ça, l'adaptation, c'est aussi l'éducation. Si on n'est pas éduqué, on s'adapte pas, on ne connaît pas. Quand on sait pas, c'est difficile de s'adapter. En revanche, si on a la volonté d'apprendre, c'est génial parce qu'on absorbe énormément. Je suis bien d'accord avec vous. Voilà. Ok. Donc ça, c'est les quelques éléments sur votre éducation. Est-ce que vous aviez
des rêves quand vous étiez Alors, petite, quand vous étiez toute jeune, vous imaginiez un jour je serai alors, cette jeune femme-là, cette femme-là? non, j'avais pas cette prétention parce que déjà il fallait gérer le quotidien, même très jeune, donc c'était un peu au jour le jour. Mais il y a une chose que je regrette dans ma vie, enfin c'est pas vraiment un regret parce que je n'y suis jamais essayé, mais c'est j'aurais adoré être danseuse étoile. Parce que danseuse étoile, c'est la beauté, c'est le sport, c'est l'intelligence de l'esprit, du corps, c'est s'adapter, c'est la lumière, enfin ça enferme tout ce que j'aime en fait. Donc, Vous avez pratiqué beaucoup jamais. la danse? Non. Ah jamais. C'est drôle. Non, parce que bon, je suis moins jusque-boutiste aujourd'hui qu'à une certaine époque, mais je considérais que où on faisait des trucs à fond, on les faisait pas. Ok. Ça m'a beaucoup handicapé, mais ça m'a quand même permis de faire certaines choses. À fond. Oui, même trop à fond, parce que du coup, ça a été un peu, pas un dérapage, mais je suis passé à côté de certaines choses, c'est sûr. Mais j'en ai connu d'autres. Voilà. Et ça, c'est bien. Ok. Et du coup, quels sont j'allais dire, les grands chapitres, les grandes étapes qui ont structuré votre vie jusque-là et que vous avez envie de partager? Il y a quelques... Alors, moi, j'ai été une enfant, je pense, pas sur deux, mais précoce. Et puis, mon environnement familial m'a beaucoup bloqué. Beaucoup. J'avais une mère exceptionnelle, mais un père épouvantable. Et donc, j'ai abordé la scolarité très jeune. J'avais presque 2 ans d'avance. Après, j'ai pris vraiment du retard. Et ce qui m'a sauvé, quelque part, parce que ma chère maman, qui a été exceptionnelle et d'une volonté inouïe, et surtout à son époque, s'est mise à travailler à 48 ans et je me suis retrouvée toute seule, à la maison. Ok. Et donc ça a été compliqué. Je me suis mise à cheval grâce à une amie. Enfin, j'ai commencé à monter à cheval en cachette à 10 ans. Et là, ça m'a pris au corps, vraiment. Et passionné. Et en première, j'ai tout arrêté. J'avais 16 ans et demi. Et oui, parce que j'avais quand même déjà doublé une classe. Et j'ai repris 3 ans après. Et ça a été une période exceptionnelle. En fait, j'ai travaillé à la fin auprès d'un des plus grands cavaliers de l'époque, dont l'équipe a été en 76 championne olympique à Montréal. Waouh! Oui. Et ça, c'est ce qui m'a à la fois fait découvrir un autre monde, parce qu'à 16 ans, en même temps, j'ai raté des opportunités, parce que j'aurais pu partir en Australie pour les championnats du monde. J'avais 17 ans à l'époque, j'étais trop jeune. Et c'est là où l'éducation, paradoxalement, aussi m'a un peu freiné. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne se faisaient pas. Donc, du coup, jeune fille à ma génération, 17 ans, à part des parents extrêmement ouverts et qui prenaient des risques, quand on faisait partie d'un milieu catholique pratiquant avec beaucoup d'éducation, c'était compliqué. Je comprends. Donc il y a eu l'équitation, après j'ai repris mes études, j'ai passé mon bac à 21 ans parce que j'ai repris mes études à 19 ans, pour vous dire que tout est possible. Mais bien sûr. Et encore une fois, ce sont des rencontres, il y a eu des gens stupides qui ont dit mais qu'est-ce que vous faites sur les bancs d'école à 19 ans, et d'autres qui ont dit mais c'est génial ce que vous avez fait, continuez. Donc oui, la rencontre pour moi c'est vraiment ce qui est déterminant dans la vie. Alors, il faut les provoquer, il faut les accueillir, les recueillir. L'autre jour, Sarko disait, mais tout est une question d'opportunité. Et c'est tellement ça. Et si on vous apprend pas dès tout jeune justement à recueillir ces opportunités, vous savez pas les prendre en fait. Et ça, j'ai appris au fur et à mesure. Parce que plus jeune, je ne savais pas le faire. Maintenant, je sais le faire. Donc c'est le privilège de l'âge peut-être. Oui, et puis c'est vrai que ces rencontres, elles sont, je trouve, et je partage ça avec vous, vraiment le sel de la vie. Ah, complètement. Alors il y a de très mauvaises rencontres, je vous le confirme, et il y a des rencontres exceptionnelles. J'en pleurerais parce que c'est une chance dans la vie de rencontrer des gens qui sont là comme vous, rayonnants, qui vous apportent tellement intellectuellement, affectivement, et moi c'est ce qui me nourrit en fait. Ça se sent, la passion se sent encore. Mais faut que j'arrête. Non, il faut surtout pas arrêter, il faut cultiver. Et oui, non, bon, après, j'ai passé mon bac, que j'ai eu, ce qui était quand même assez exceptionnel, parce que après 3 ans d'interruption, j'ai complètement arrêté. Et puis, là, j'ai eu une période de transition, j'avais très envie de faire de la décoration, d'être
ou de peindre, mais bon, malheureusement, après, il y a une question de moyens aussi, financiers, tout simplement. Aujourd'hui, ce serait possible, mais à ma génération, c'était pas possible. Donc, par influence, je suis parti dans une école de mode. Bon, ça a été un peu par défaut. J'ai adoré ce que j'ai fait. J'aimais pas le milieu, parce que je trouvais ça extrêmement superficiel. Clairement, ça correspondait pas à mes valeurs. Mais pareil, j'ai rencontré des gens fabuleux. Ce qui m'a permis de rester et quand même de découvrir. Et puis ce que j'aimais, c'était le côté créatif. Avec plein d'influences, je me suis bien lâché. J'ai eu la chance lors de mon diplôme, la chance de la malchance, j'en sais rien, donc s'il m'écoutait, il n'apprécierait peut-être pas, mais j'ai été repéré par Castelbajac et ça a été assez étonnant comme rencontre. Et donc... Pourquoi est-ce qu'il vous a repéré? Je pense que c'est un homme qui aimait les femmes, déjà. Ok. Et bon, moi j'étais un peu atypique dans ce monde de brut, entre guillemets. Et puis il a aimé mon dossier, parce que j'avais eu la meilleure note, ce qui était extraordinaire, parce que j'avais été sabré pendant 3 ans dans mon école, parce que je rentrais pas dans les codes de la mode en fait. Et puis voilà, ça a été une rencontre assez étonnante aussi. J'ai pas tout de suite travaillé chez lui, parce que je voulais prendre des vacances et il n'a pas beaucoup apprécié. Et puis 3 fois il m'a fait revenir en dessinant des collections. Et en septembre, je me souviens, le 9 septembre, je ne saurais plus vous dire exactement l'année, ça devait être 80-81 je crois. Et il y a un assistant qui l'appelle et qui lui dit Monsieur, Mademoiselle Savarin, parce que je m'appelais Savarin, et là, qu'est-ce qu'on fait? J'entendais hurler au téléphone, et j'ai dit je reste. Et du coup, je suis resté. Quand il a su que j'allais me marier, il m'a fait comprendre que c'était pas possible, qu'il fallait que je sois complètement dévoué corps et âme, enfin surtout âme plus que corps. Et je précise parce que c'est important de le préciser. oui. Et en fait, je suis parti, je me suis marié, il m'a rappelé 3 mois après. Et là, la relation était complètement différente. Il y avait plus ce rapport de subordonné, de dominant à dominé, et c'était absolument génial. Puis après, moi, ma vie personnelle était trop compliquée pour assumer ce métier de la mode. Et c'était une période extraordinaire. J'ai eu une période de vache maigre parce que pendant près de 18 ans, j'ai arrêté de travailler. Bon, j'ai fait d'autres petites choses après Castelbajac quand même. J'ai participé à l'organisation de défilés pour Dior, grâce à une jeune femme que j'ai rencontrée qui était rédactrice de mode, qui a apprécié ma personnalité, et comme j'étais styliste, on était parfaitement complémentaires et on m'arrêtait Mathilde. Je vous arrête surtout pas. Parce que sinon, moi, je digresse et je pars dans les stratosphères. Et on a vachement bien fonctionné. Et puis, il est arrivé à un moment donné, mon mari a pu supporter parce que je rentrais parfois à 3-4 heures du matin, parce qu'on bossait jusqu'à 3-4 heures du matin, mais dans une ambiance où on s'amusait. Et ça, moi, j'ai un souvenir. C'est-à-dire qu'on bossait sérieusement, mais avec humour. Et c'est rare. C'est génial. Ah ben, ça change tout. C'est 10 fois plus motivant. Et on était une équipe avec des spécificités, chacun des fortes personnalités, très fortes. Alors, ça ne vous dira pas grand-chose, mais à l'époque, il y avait Minou Chenet, qui était une grande attachée de presse, grande dans tous les sens du terme, parce qu'elle faisait 1m95 quand même. Et il y avait cette rédactrice de mode qui s'appelait Marion Dufour. Et Laurent Godard qui lui s'occupait de la musique, avec le gars, enfin, on était une équipe vraiment. J'ai travaillé avec eux pendant 3 ans. Ils ont accepté pendant ces 3 ans que je sois enceinte 2 fois quand même. Et c'était génial. Travailler avec humour, dynamisme, et puis chacun vraiment était bon dans son domaine, donc ça fonctionnait parfaitement. Et honnêtement, j'ai rarement connu ça. Et c'est comme ça qu'on doit travailler, je trouve. Non, mais bien sûr, mais c'est tellement extra quand ça se passe comme ça. J'allais dire, dans les carrières, il y a des bribes, des moments qui fonctionnent comme ça, où les équipes... Et heureusement, on retient ça, parce que il y a des jobs moins... Il y a des moments moins fastes. Moins fastes. Mais il faut qu'il y ait ces moments plus fastes. Exactement. Et donc, vous avez fait ça pendant 2-3 ans? J'ai fait ça, oui, jusqu'en 83-4 à peu près. Après, vous avez eu tout un temps, vous êtes occupé de vos enfants, vous avez eu vos enfants, vous êtes occupé de vos enfants. Pas mal de mes enfants. C'est une noble cause.
C'est une noble cause, mais vous n'êtes pas vraiment reconnu pour ça. Non, mais c'est quand même le plus beau métier du monde. C'est un joli métier, mais vous n'êtes ni forcément reconnu chez vous, ni forcément reconnu à l'extérieur. Et ça, c'est compliqué quand on a envie d'apporter, en fait. Donc, oui, ça a été une période un peu longue, je peux dire, mais j'ai fait d'autres choses. Hein. J'ai organisé des expos chez moi de sculpture. J'avais un ami qui est sculpteur, qui faisait de très belles choses. J'ai fait de la peinture sur porcelaine, de l'encadrement. Enfin bon, il fallait que je sois occupé. Et puis, il est arrivé à un moment donné, effectivement, où l'appel du large quand même a sonné. Et j'avais ressollicité Minou Chenec, l'attaché de presse. Et là, j'ai vu que le monde de la mode avait vraiment changé. Donc ça n'avait plus rien à voir, il n'y avait plus cette liberté d'expression aussi, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Et donc, j'ai un peu galéré, et puis j'ai eu l'opportunité de travailler. C'est une amie qui m'a dirigé vers Ophi, une attachée de presse, qui était une descendante de Gilbert de Lafayette. Ok. Enfin, de son épouse. Adrienne, qui a écrit un bouquin d'ailleurs sur Adrienne, et avec laquelle j'ai travaillé sur l'organisation du 250e anniversaire de la naissance de Lafayette. Donc au départ, moi je savais pas rien faire. Bon, elle m'a fait confiance, puis petit à petit, j'ai amené un ou deux sponsors, j'ai participé à l'organisation du dîner de gala, et lors de ce dîner, en fait, on a fait plusieurs repérages et il y avait un amiral qui a été extraordinaire, qui nous a accueillis et on a beaucoup sympathisé. C'est devenu un ami, malheureusement, on s'est perdu de vue, mais et il nous a laissé, il s'occupait des archives de Vincennes parce que Vincennes, en fait, alors c'est la légende qui dit ça, Lafayette se serait couché devant les révolutionnaires pour sauver le château de Vincennes avec son chevalet blanc. Et donc symboliquement, la première soirée se passait là-bas. Et cet événement qui se passait sur 3 jours, il y a eu à la CCIP au Sénat, et en conclusion, on a été accueillis plutôt par l'ambassade des États-Unis. Il y a eu un concert à l'ambassade. Donc c'était un très bel événement qui n'a pas eu un ressort énorme en France. En revanche, aux États-Unis, il y avait tout le temps quelque chose dans les Lafayette. C'était vraiment un personnage qui a été extrêmement reconnu là-bas. Super. Voilà. Et ça m'a amené à la présidence de la République de manière juste improbable. Encore une histoire de rencontre. Complètement. Donc cet amiral qui était un personnage haut en couleur aussi, qui a eu une vie incroyable, m'a dit un jour, je verrai bien au protocole de l'Élysée, pourquoi pas. Et je lui en voue une reconnaissance éternelle, et il m'a mise en relation à l'Élysée, et j'ai été reçu par le chef de la cellule protocolaire, très bien élevé, Saint-Cyrien, enfin il avait tous les codes, et qui m'a proposé un stage pendant 1 mois, et j'ai accepté. Alors c'était un stage vraiment, je devais répondre au téléphone, envoyer des invitations, j'ai joué le jeu. Et tous les jours, je me faisais fort d'arriver très très bien habillé par respect du lieu et par respect du président et de l'équipe du protocole, parce que j'estimais que rentrer au protocole, c'était quand même une image représentative du lieu, du contexte. Et puis petit à petit, bien parce qu'il y avait le chef de la cellule protocolaire et le chef du protocole qui lui était au Quai d'Orsay et qui maîtrisait tout ça. Ils m'ont proposé de rester plus longtemps. Donc, de prolonger le stage. Et j'étais stagiaire à 51 ans pendant 6 mois, donc encore une fois. Est-ce que vous connaissez je me permets cette digression, est-ce que vous connaissez le film Le Stagiaire avec Robert De Niro? Oui. Alors, il y a ce film qui est très amusant, et puis on voit l'évolution, et c'est vrai que c'est ce qu'il apporte, l'humilité dont il fait preuve pour prendre ce rôle, parce qu'il est évidemment surqualifié, et également ce qu'il apporte, et ce matching, extraordinaire. Je trouve que c'est génial. Oui, c'est un très bel exemple. Il y a un film, moi, qui m'a marqué récemment, c'est Insubmersible. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Je l'ai pas vu. Mais vous voyez qui... Ouais. Et alors, l'actrice principale, qui est l'ex-femme de Warren Beatty, comment s'appelle-t-elle, Anne... Bon, j'ai un trou, mais... C'est pas grave. Peu importe. Et c'est une femme qui, en fait, était une nageuse,
qui était pressentie pour être vraiment qui était une grande championne à 27 ans, je crois. Et elle a été abusée par le médecin, comme souvent les médecins dans les équipes de championnes, gymnastique, natation. Mais à l'époque, évidemment, c'était des non-dits, enfin, c'était complètement tu. Et à 60 ans, elle a voulu reprendre, traverser le Pacifique entre la Floride et Cuba. Ça représente, je sais plus, 100 et quelques kilomètres, enfin. Elle a fait ça à plusieurs reprises, et à 64 ans, elle a réussi son pari. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est ce qu'elle dit en sortant de l'eau. Alors, ça a été sûrement romancé, hein, mais il y a 3 choses dans la vie, c'est, il faut y croire. Alors, je les mets peut-être pas forcément dans l'ordre. Il faut y croire, rien n'est impossible, et surtout, sans une équipe, sans des jeunes, parce qu'il y a une équipe de jeunes derrière, et moins jeunes, mais on peut pas y arriver. Et c'est tellement vrai, et j'ai trouvé ce film extraordinaire, c'est remarquablement joué, et alors que cette femme a vécu une épreuve très difficile, et à 60 ans, elle a dit c'est pas possible, il faut que je démontre, par son âge, par son sport, qu'on est capable de tout, en fait. Elle vous a inspiré sur pas mal de choses. Parce que vous aussi, vous avez réalisé quelques défis sportifs. Avant que je vois ce film, donc, elle m'a inspiré, en fait, plutôt pour dire, ce que je trouve extraordinaire, c'est que il n'y a pas d'âge pour avoir envie, en fait. Et c'est un peu c'est pour rejoindre ce que je vous disais en début d'interview, cette femme de 84 ans qui a une ceinture noire à 80 ans, je trouve ça mais hors du commun. Oui. Et son maître mot, c'était de dire, si on veut, on peut. Mais c'est tellement ça. Et oui, c'est-à-dire que je m'étais fait un pari avec moi-même à 15 jours avant mes 60 ans, mais je voulais le faire pour mes 60 ans. J'ai monté le Ventoux. Et j'en ai parlé à de très bons amis qui étaient beaucoup plus sportifs que moi. Et je les remercie parce qu'au départ, ils m'ont emmené dans un truc où je me dis mais je vais jamais assumer parce qu'eux étaient vraiment beaucoup plus sportifs que moi. Et ils m'ont dit c'est génial, on le fait ensemble. Donc on est allé. Alors moi j'ai pris la voie la plus facile, mais les derniers 6 kilomètres sont pour tout le monde. et ça a été une expérience extraordinaire. Sur l'instant, j'ai pas vraiment réalisé parce que je l'ai fait à vélo, pas à vélo électrique. Mais aujourd'hui, je suis assez fier d'être monté tout là-haut. J'ai juste baissé les bras ou les pieds plutôt pendant 300 mètres. Puis je me suis dit les derniers 200 mètres, je vais quand même pas arriver à pied, c'est pas possible. Et je suis remonté sur le vélo et j'avoue que j'étais fier. En plus, on a eu une chance incroyable. Généralement, tout il vente, c'est épouvantable. Donc là, on a eu un temps exceptionnel, pas de vent, on était comme ça, en tenue de cycliste. Ouais. Et ça a été magique. La nature a célébré votre exploit. Complètement. C'est dommage que ça n'ait pas été le 1er novembre, parce que là, je me suis dit, je suis vraiment béni des ça. Ça aurait été amusant, d'ailleurs. Mais à 15 jours près, j'ai fait ça un 15 octobre. J'en étais pas loin. Et ça a été une belle conquête. Et pour mes 70 ans, j'aimerais refaire un petit exploit comme ça. C'est vrai? Vous avez l'idée en tête? Pourquoi pas refaire le Ventoux? Alors, je sais pas, peut-être à vélo électrique, mais surtout emmener des amis et mes enfants. Okay. Pour partager et pour dire que, voilà, alors c'est finalement que je pense à un événement comme ça, plutôt national, pour dire, mais on mélange les jeunes et moins jeunes sur un événement sportif. Après, moi, j'ai pas, les réseaux pour faire ça, mais je rêve de ça. Mais ça se trouve. Mais il faudrait j'ai quelques sportifs autour de moi. Alors, écoutez, vraiment, j'ai même rêvé à une époque me faire entraîner par Jamie Longo pour dire, je voulais faire ça à 65 ans. Et après, c'est ça, c'est une affaire de rencontre, de réseau. Si on n'a pas de réseau de sportifs de haut niveau, c'est très compliqué. Mais je trouve que ce serait intéressant, justement, puisque les seniors sont commencent un petit peu à être à la neuf, ça frétille, de dire, non seulement on peut se mélanger avec d'autres générations, mais on peut en plus faire des exploits encore à 60, 70 ans, pourquoi pas 80. Il y a des personnes à 80 ans qui montent encore le Ventoux, qui même font les 3 voies. Il y a par Sceaux, par Mallecène, et la voie mythique, c'est pas, j'ai un trou, je suis désolé. C'est pas grave. J'avoue que j'en connais aucune. Donc c'est la voie mythique. C'est vrai? Oui. Bon, ça reviendra.
Oui, ça reviendra. Mais il pourrait y avoir de la petite organisation, voilà. belle organisation même d'un challenge multigénérationnel. Mais je suis ravi. Ce serait Alors, extraordinaire. si on peut le partager, vraiment, je m'y engage. Bon, l'idée est semée. L'idée, c'est, mais après, il faudra réaliser. On voit souvent des images, bon, parce que moi je suis plutôt branchée course, mais de marathon, de semi-marathon, de parents qui s'offrent ce cadeau avec des enfants, de grands-parents, avec les petits-enfants, les neveux et nièces. Moi je trouve ça sublime, ça donne presque envie de pleurer. C'est des moments fondateurs, c'est magnifique. Fort, tellement fort, et puis, enfin, c'est de l'émotion, quoi. De la passion, de l'émotion. Et je pense que ça crée un vrai lien. Le sport, de toute façon, c'est un lien. C'est un partage énorme. Il n'y a pas que le sport, mais ça, en tout cas, c'est important. Mais le sport, c'est important. Ouais. Et si je rembobine, du coup, Marie-Odile, sur votre expérience à la présidence de la République, votre premier stage d'1 mois, ensuite vous continuez, quelles sont, j'allais dire, les missions, en tout cas, ce que vous pouvez partager, qu'est-ce que ça vous a apporté, comment vous avez vécu cette expérience? Quand on pense présidence de la République, Ouais, ça fait un peu rêver, c'est vrai, les gens me disent, mais pourquoi tu parles pas plus? Ça intéresse. Oui, ça interpelle. On m'a fait la réflexion il y a pas longtemps, justement, lors d'une réunion, ah, mais tu t'es présenté, t'as pas parlé de... Mais pourquoi en parler? Je veux dire, c'est une période de ma vie. Bon, alors, de temps en temps, effectivement, comme aujourd'hui, voilà, c'est l'occasion pour en parler. Ça a été un moment extraordinaire, parce que difficile, parce que moi, je venais de nulle part. C'est vrai que j'avais pas vraiment de légitimité. La seule chose qui m'a vraiment incrusté dans ce lieu, c'est mon savoir-faire et mon savoir-être. Et au début, on me regardait, même certaines personnes de mon service m'ont considéré comme une ennemie, parce que ils se demandaient ce que je faisais là. Et ce qui m'a vraiment sauvé, c'est ça, ce sont les codes, l'éducation, savoir-être, l'envie. J'arrivais tous les matins, je me disais, mais quelle chance j'ai d'être là. Et ce qui n'était pas toujours le cas dans mon service, c'était un état d'esprit. Bon, je vais essayer de m'abstenir parce que je suis assez, comme diraient certains, j'ai des punchlines, mais c'était extraordinaire. Enfin, se dire, voilà, on dit, je suis resté quand même 4 ans là-bas. C'est impressionnant, 4 ans. C'est pas mal. J'aurais bien aimé faire partie évidemment, au départ, j'étais pas du tout, pareil, c'est une affaire de réseau. J'étais pas du tout dans le réseau, mais j'aurais aimé faire la campagne. Parce que ça devait être absolument passionnant, difficile. Parce que j'ai fait une campagne pour l'UMP, ça a été compliqué. Je ne m'étendrai pas là-dessus, parce que sinon voilà, je vais m'abstenir. Mais oui, la présidence que j'ai trouvée exceptionnelle, d'abord sont les artisans du lieu. J'ai beaucoup de respect pour les vrais artisans du lieu, c'est-à-dire les lingères, les argentiers, le chef. J'ai beaucoup sympathisé avec le chef de l'époque qui s'appelait Bernard. Je vais pas donner tous les noms parce que sinon c'était un homme exceptionnel qui était à l'Élysée depuis 40 ans et qui a su faire partager son savoir-faire, son talent et d'une simplicité et d'une humilité extraordinaire. Il a écrit un bouquin d'ailleurs. Malheureusement, c'est perdu de vue parce que, en fait, ce qui est terrible dans ces situations, c'est que quand on s'éloigne géographiquement, petit à petit, ça s'étend de soi alors qu'on pourrait faire l'effort de poursuivre parce que quand même, ce sont des gens hors du commun. Donc voilà, les artisans, j'ai rencontré aussi des gens parmi les conseillers, chefs de cabinet, directeurs de cabinet qui étaient différents. Il n'y en a pas eu beaucoup. Alors, mes chefs du protocole, les premiers chefs de la cellule protocolaire, vraiment je les remercie parce que ils m'ont donné une chance incroyable. Et ce qui était totalement extraordinaire. Parce que j'avais encore une fois aucune légitimité à rentrer dans ce lieu. Bon, et oui, pour moi, je rayonnais là-bas, même si y a des gens qui m'ont mis des pots de banane, hein, mais bon, ça fait partie du jeu, mais j'en garde encore un souvenir exceptionnel. Et c'est amusant parce que quand je suis parti, donc le président est parti avec Carla et nous on a suivi derrière. Ça a été très dur avant. C'est marrant, les 6 mois qui ont précédé, mon chef de la cellule protocolaire, qui était quelqu'un de très très bien à l'époque, m'a beaucoup aidé moralement. Il s'appelait Olivier, pour ne pas le nommer, voilà, et il se reconnaîtra.
Il y a eu Jean-Pierre, qui était chef du protocole, Olivier, et le deuxième, Frédéric, et des personnages extraordinaires, humbles, et dévoués, voilà, qui avaient le sens du service. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et en même temps, très diplomate, voilà, qui savait s'adapter aux situations, qui savait le faire. Donc, bon, comme tout diplomate, il y a des situations où forcément, on n'a pas forcément, comment dirais-je, on n'y adhère pas forcément, mais par son métier, on est obligé de le faire. Et ça a été des personnes plutôt, qui m'ont donné ma chance. Et genre, pareil, je leur avoue une reconnaissance éternelle. Il y a beaucoup de gens à qui je dois une reconnaissance éternelle. Il y a eu aussi Michel Roche, cavalier chez lequel j'ai travaillé, qui un jour m'a dit, écoutez Marie-Odile, vous n'êtes pas faite pour ce milieu, reprenez vos études. Et c'est vraiment grâce à lui. Parce que c'était un milieu très masculin, assez prédateur, et moi à l'époque j'avais 16 ans. Ouais, de 16 à 19. Voilà. Donc il m'a protégé, vraiment, il m'aimait bien, c'était comme un père, on n'avait pas tant d'années de différence, mais il a vu que j'étais pas forcément faite pour ce milieu. Un bon conseil. Un bon conseil, et puis là, après la présidence, ça a été compliqué. Oui, je reviens à l'idée du départ, parce que les 6 mois avant, ça a été compliqué de me dire que ça allait être fini. J'étais tellement bien là-bas. J'aurais aimé être maîtresse de maison à l'Élysée, vraiment sans prétention. Si j'avais une telle relation avec les personnes, un tel respect, justement de ces artisans du lieu, que j'aurais aimé partager ça encore avec eux. Et en réalité, à partir du moment où il y a eu cette espèce de rupture qui était quand même assez violente, et quand j'ai vu le président qui lui partait aussi, derrière c'est passé comme une lettre à la poste. En revanche, là, ça a été compliqué, parce que j'avais pas vraiment de formation. Je suis passé de styliste à membre du protocole, donc c'était un peu compliqué, et j'ai un peu galéré. Comment vous avez fait du coup ? Comment vous avez progressé ? Comment vous avez avancé ? Alors, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui m'ont beaucoup entouré, d'ailleurs dans beaucoup de situations qui ont été difficiles. Des amis, des rencontres, toujours des rencontres. Et alors la personne avec laquelle j'avais travaillé m'a orienté sur quelqu'un. Bon, j'ai été assistant de direction, ce qui n'était pas du tout ma destinée. Mais le rôle aurait été majeur et m'aurait beaucoup séduite si j'avais été un vrai binôme, en fait. Humainement, apporter mon expérience, ce qui n'a pas été le cas. Parce que ça peut être un superbe rôle. Ah, mais extraordinaire. Mais un couple, c'est un couple, en fait. Être assistante, quand on est assistante d'un PDG du CAC 40, c'est un couple. C'est-à-dire qu'on apporte, déjà, on participe quand même à la vie intime de la personne, parce qu'on organise des choses. Et moi, je suis toujours à passer à côté de ça, en fait. Mais bon, j'ai pas non plus été assistante d'un PDG qui est du CAC 40 en même temps. Mais, oui, à partir du moment où la personne pour laquelle vous travaillez vous considère effectivement comme quelqu'un non pas comme une petite main, mais comme quelqu'un qui apporte vraiment dans votre vie un plus, une plus-value, parce que c'est ça l'idée en fait. Et puis c'était une boîte, un cabinet de conseil, il y avait un génie à la tête, vraiment, qui avait un process incroyable, sauf qu'il considérait tous les autres comme des cons, donc du coup, le génie est passé à côté de son idée géniale en fait. Et donc, dernière arrivée, première virée, et la boîte a fermé 6 mois après. Ça m'a un peu rassuré. Et là, j'ai vraiment galéré pendant 1 an et demi à peu près, et j'ai rencontré une association extraordinaire, pareil, par truchement, qui s'appelle Nouvelle Donne. Je peux vraiment les nommer, je sais pas s'ils existent encore, mais j'ai découvert le mot bienveillance. Et là, j'étais dans une période, en plus, personnelle extrêmement compliquée, et ils ont été exceptionnels. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté ? La bienveillance. Ça a été une école, je dirais, de vie. Enfin, de toute façon, toutes les expériences. C'est pour ça que je veux pas parler d'échec, parce que, en fait, c'est plutôt une expérience de vie. C'est-à-dire que, oui, il y a de mauvaises expériences de vie, de très belles expériences de vie, et l'équilibre fait qu'on y trouve son compte, en fait. Et
moi j'étais un peu, je me considérais comme le troubadour de la fête. On était un groupe de 8 et l'idée c'était d'avoir il y avait des auditeurs et des parrains, enfin, bon. Et nous on était des candidats. Alors, c'était pas vraiment un cabinet de la haute placement, c'était plutôt des bénévoles ou des gens qui étaient en activité, qui donnaient de leur temps pour faire un bilan de compétences et tout. Bon. Je me suis retrouvé dans un groupe, il y avait quand même une DRH, il y avait un X, il y avait 2 ingénieurs, un HEC et une jeune femme aussi qui était pressentie pour être DRH. Donc c'était vraiment un joli groupe. Moi, je me demandais vraiment ce que je faisais dans cette histoire parce que c'était passionnant. Et puis je suis parti sur la campagne de l'UNP. Alors ça, je préfère pas en parler parce que ça a été un peu compliqué, je dois dire. Je suis arrivé dans un monde politique où je pensais justement avec ma passion, ma détermination, me dire je vais rencontrer des gens tellement humains qui s'intéressent aux autres. En fait, pas du tout. Il y a eu moins de bienveillance là. Nettement moins. Et en fait, il y avait tellement de rivalité que je suis tombé dans une jungle. Et ça, bon, je sais pas faire. Et donc j'avais arrêté d'aller dans cette... parce que je me suis dit, ça va m'amener un job. Ben, en fait, pas du tout. Et je suis retourné à Nouvelle-Donne. Et j'avais pas fait, parce qu'il vous incitait à faire votre projet professionnel. Et comme moi, je suis plutôt quelqu'un de visuel et j'aime le côté artistique, j'ai pas fait de texte, j'ai fait que des images. Et bon, voilà, j'ai fait mon projet professionnel en décrivant. J'avais droit à 3 plans. Donc il y avait un plan A, un plan B et un plan C. Et le plan A, bah, c'était de manière logique et nourricière, continuer à être assistante. C'était quand même pas vraiment ma tasse de thé, mais néanmoins, quand nécessité fait loi. Ensuite, le plan B, c'était éventuellement de retourner dans un environnement où je pouvais organiser des événements, parce que c'est quelque chose que j'avais beaucoup fait dans la mode aussi, ou autre. Et le plan C, c'était créer de nouveau et y créer. Bon, alors le plan C, j'y songe toujours, mais c'est une question de temps. J'en rêve, mais c'est du temps, beaucoup de temps en fait. Vous avez des idées de ce que vous aimeriez écrire? Ah mais complètement. Je me suis inscrite d'ailleurs à The Artist Academy, pour ne pas les nommer aussi, et depuis 1 an, en fait, j'ai rien fait. J'ai beaucoup payé, mais j'ai surtout rien fait. Et le syndrome de la salle de sport. Non, même pas. Même pas. Et non, parce que je peux beaucoup procrastiner, mais là en plus j'ai une année épouvantable, donc malheureusement, à un moment donné, je me suis dit, je peux pas combattre sur tous les fronts. Non. Mais en revanche, je sais exactement ce que je vais faire. Donc, j'ai trouvé le titre, j'ai quelques chapitres, mais j'ai pas le contenu encore. C'est du temps. C'est du temps, il faut de la concentration, de la réflexion, parce que, évidemment, si j'écris, c'est pas pour écrire n'importe quoi. Et en fait, j'ai le titre, je vais quand même le dire parce que ça m'amuse beaucoup. C'est un parcours sans faute. Alors, évidemment, c'est un jeu de mots parce que j'adore la dérision. Donc, avec sans faute, donc il faut quand même que je prenne le temps d'en trouver 100. Et ou la femme cicatrice, parce qu'effectivement, j'ai eu tellement d'accidents moraux et physiques que je trouvais que c'était bien de prolonger ce titre avec un parcours sans faute ou la femme cicatrice. Voilà. Et mon premier chapitre, ce serait naître ou ne pas naître. Encore un jeu de mots. Parce que derrière, c'est vrai que c'est une vraie question. Quand je vois mon parcours, je me dis, est-ce que j'ai bien fait naître ou pas naître? Enfin, j'exagère un peu, mais bon, ça vous n'êtes pas obligé de le mettre. Mais si, c'est une vraie question, parce que je pense que je suis passé... j'ai eu souvent le syndrome de l'usurpateur, parce que j'ai pas eu l'opportunité toujours de plonger dans mes passions. Et parfois, j'ai le sentiment d'être passé un peu à côté de ma vie. Mais heureusement, j'ai toujours eu ce ressort, et beaucoup grâce aux rencontres pour toujours rebondir. Parce que j'ai quand même le sentiment que vous avez fait beaucoup de choses. Oui, pas mal. Il y a encore pas mal de choses à faire. Ah j'espère bien. Non, j'ai très envie. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre, en fait, c'est... Bon, il y a la volonté, c'est vrai, mais c'est encourager. Pardon, excusez-moi, c'est encourager, dire, comme cette femme de 84 ans, il faut vouloir, mais pour vouloir, ce sont les rencontres. Voilà, le fait de m'inciter à témoigner, mais c'est une chance inouïe.
c'est une chance incroyable de se dire, bah, voilà, il y a une jeune femme qui s'intéresse pour dire, bah, d'abord parce que vous-même, vous allez être une senior dans quelques années. J'espère. Ouais, il n'y a pas de raison. Et alors, c'est pas facile, hein, je vous avoue. Là, je me dis, je vais rentrer dans une tranche d'âge, là, il y a une dizaine à venir. Alors, si je suis comme ça me pose aucun problème psychologique. En revanche, s'il y a une bascule, ça va être plus compliqué. Mais si on est en forme, tout est possible, en fait. Encore une fois, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'envie, de volonté. Et l'âge est assez secondaire. Il viendra, à mon avis, primordial à une dizaine un peu plus lointaine. Après, si on est en forme, si on a un environnement positif et sain, tout est accessible, en fait. Quel est j'allais dire, le trait de personnalité qui vous a le plus servi, qui vous sert le plus? Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai un trait de personnalité qui peut beaucoup me desservir aussi. Alors, c'est bête, mais alors c'est pas un trait, mais ma voix, c'est incroyable. Ma voix m'a souvent servi. Moi, je me rends pas compte parce que je m'entends pas tel que ma voix est, mais étonnamment, typiquement, j'ai travaillé dans une agence de pub entre mon bac et mes études. On me draguait au téléphone, c'était énorme. Alors, j'étais pas Lula, ou je sais pas quoi, sur le Minitel, mais j'aurais pu l'utiliser. Hein. Parce que parfois, c'est vrai, comme je sentais au bout du fil qu'il y avait des gens qui étaient un peu impressionnés par ma voix, alors là, j'y allais à fond. Et ça m'a desservi parce qu'on m'a souvent dit que j'avais une voix suave. En fait, je cherchais pas du tout à avoir une voix suave. Mais en revanche, je peux l'avoir, je peux m'amuser avec. Et comme les gens font chez moi en parlant vulgairement. Mais non, puis je pense que clairement, et je remercie ma mère outre mesure de m'avoir donné ça, c'est l'éducation. L'éducation, bon, je dirais entre guillemets, j'arrive pas à sa cheville parce que je vais faire un oxymore, mais c'était un monstre de générosité et de gentillesse. Et ça n'a pas de prix. Et aujourd'hui, la gentillesse, on prend les gens pour des cons, mais non, c'est une richesse incroyable. Et s'il y avait un peu plus de gentillesse dans ce monde impitoyable, je pense que le monde tournerait mieux. La simplicité, la gentillesse, c'est unique. C'est unique. La gentillesse, pour moi, c'est, j'allais dire, un trait de personnalité ou quelque chose de très important. Ah oui, oui. S'entourer de gens gentils, profondément gentils. C'est pas facile à trouver. Non, c'est pas facile à trouver, mais si on les trouve, alors c'est important de les cultiver. Quand je dis j'arrive pas à la cheville, oui, parce que bon, le monde en fait vous apprend aussi à vous protéger. Moi, je suis arrivé, j'étais sans protection en fait dans ce monde. Hein. J'ai appris beaucoup, déjà par l'équitation parce que j'ai démarré très jeune quand même. Mais donc on apprend à se protéger. Mais j'ai souvent été naïve, sensible, ultra sensible, émotive. Bon, forcément la vie vous rattrape et vous apprend à faire attention. Mais bon, il m'arrive même encore à 65 ans à être candide et sincère et croire en l'autre. Bah, on peut se tromper. Mais bon, encore une fois, il y a des gens autour de vous qui sont tellement bienveillants et puis qui vous aiment, je crois, quand même un peu, et qui vous permettent de rebondir et de continuer à avoir envie, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que notre rencontre, et je le dis vraiment en toute sincérité, d'abord vous avez tout le temps le sourire, c'est ce que je dis. Non mais le sourire, c'est le miroir. Moi j'ai 3 enfants merveilleux, mais j'ai un fils aîné, il arrive quelque part, il a la banane. Les gens ont la banane, c'est une force inouïe le sourire. Alors ça peut être un sourire hypocrite, hein, mais quand vous l'avez sincère, les gens adhèrent, ils vous suivent. C'est incroyable. Je sais, une force de frappe. Le sourire, bon, la bienveillance, n'en parlons pas. Mais, ouais, c'est ça que j'ai envie de transmettre. C'est, au-delà du fait de vouloir d'être motivé, d'avoir envie, c'est, je sais pas comment exprimer ça, mais, de dire tout est possible. Alors, évidemment, moi, ma chance, c'était pas le fait d'être né dans un environnement financier privilégié. Donc, j'étais d'un milieu privilégié, mais financièrement, je dirais, ma chère maman est partie de zéro. Et nous, forcément, on l'a subi. Alors, évidemment, quand on me voit, on le soupçonne pas. C'est un peu, vous me disiez il y a 2 secondes, quel trait de personnalité.
ça m'a beaucoup desservi. C'est-à-dire le fait d'avoir envie de bien s'habiller, voilà. Mais c'est ça, c'est l'idée de dire rien n'est impossible. Quand on a des convictions, il faut les mettre en avant. C'est pas facile parce que les gens pensent que d'ailleurs on se demande ce qu'ils pensent. Parce que dès qu'il s'agit de contredire quelqu'un qui exprime justement ses convictions et ses passions, c'est assez facile. Mais oui, c'est l'envie, la volonté, la persévérance, croire, comme dit Sarko, l'opportunité. En fait, il faut pas passer à côté des opportunités. Alors c'est vrai, je suis pas d'un milieu ouvrier et je respecte beaucoup ces milieux-là parce qu'ils sont d'un courage inouï. Et ça m'agace quand moi j'ai un environnement où les gens ont la chance d'avoir beaucoup d'argent, d'être bien élevés, quoique, mais ils ne se rendent pas compte. Quand on vient dire, mais c'est un épiphénomène, non, c'est pas vrai. Quand il y a des gens qui subissent la drogue au quotidien autour d'eux, qui n'ont pas été élevés comme ça, oui, il faut le dire, c'est dérangeant, c'est choquant, il y a une violence dans ce pays qui est insupportable. Si les jeunes, on les élevait, si on avait le courage de dire, aujourd'hui, on fait des formations d'éducation, d'autorité, de machin, mais je pense qu'on s'en sortirait. Il faut reprendre les choses à la base. Et c'est pas politique ou être raciste ou quoi que ce soit. C'est de dire, excusez-moi, moi encore une fois, c'est la passion qui ressort, mais oui, moi je crois en l'éducation, profondément. Moi, si j'avais pas eu l'éducation que j'ai eue, si j'avais été élevé dans un environnement où mes parents buvaient, enfin maman buvait, je serais perdu aujourd'hui. Et ma force, ça a été ça, de pouvoir arriver dans n'importe quel milieu. Et typiquement à la présidence, et c'est pour ça que j'insiste sur le respect des artisans, j'arrivais le matin, je m'efforçais de dire tous les jours, bonjour monsieur, bonjour madame. C'est rien. Ça coûte pas cher. Franchement, ça peut rapporter gros. Et ces gens-là, ça me rappelle un terme que j'aime pas, ces personnes, mais vous le rendez au centuple. Vous le faites pas pour ça, mais à partir du moment où vous les respectez, mais vous pouvez pas savoir ce qu'ils vous apportent derrière. Ça devient facile, en fait. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Tout est possible, mais rien n'est possible sans l'éducation. Ça, j'en suis convaincu. Il y a des gens pour ça. Bon, malheureusement, comme les professeurs qui, j'espère, sont encore passionnés et ont envie de transmettre, et c'est gratifiant d'enseigner. C'est extraordinaire. Non, mais c'est hyper gratifiant. Or, il y a des profs, au contraire, qui veulent se battre. Enfin, ça, je comprends pas. Mais surtout, il faut qu'ils restent droits dans leurs bottes et qu'ils aient envie de transmettre. Voilà. Est-ce que vous vouliez aussi faire passer quelques messages au sujet de l'intergénérationnel? Parce que vous y croyez beaucoup. Qu'est-ce que vous avez envie de nous partager? Alors, nous, on fait partie d'une génération où, typiquement, on n'était pas à table. Quand nos parents recevaient, on venait à peine dire bonsoir, on y était à peine autorisé, et on devait aller, même mon frère aîné, qui était quand même beaucoup plus âgé que moi, il venait dire bonsoir, et puis il allait dans sa chambre, quoi. Donc, aujourd'hui, nous, on n'a pas du tout habitué nos enfants comme ça. Au contraire, quand on avait des dîners, ça les amusait beaucoup. Ils venaient servir à table. Alors, ça en choquait certains et d'autres trouvaient ça merveilleux. Et en fait, moi, j'ai découvert vraiment le mélange des générations à la présidence. Parce que j'avais quand même, à l'époque, j'en suis parti, j'avais 55 ans. Et ça a été extraordinaire. Ce que j'ai découvert, c'est que les jeunes, j'ai sympathisé avec des jeunes de 25 ans, qui souvent sortaient de Sciences Po. Alors déjà, intellectuellement, ils étaient quand même bien capés, la plupart, ou autres d'ailleurs. Il n'y avait pas Sciences Po, il y avait, je pense notamment à un garçon qui sortait de Normal Sup. Enfin bon, il y avait une richesse intellectuelle quand même dans ce lieu qui était juste incroyable. Et j'ai jamais eu le sentiment qu'ils me considéraient comme pas comme une vieille, mais comme une personne âgée. Et du coup, à la fin, ils sont devenus vraiment des amis pour certains. Et on a perduré cette amitié. Bon, après, effectivement, la différence d'âge fait que suivent leur voie naturellement et je respecte parfaitement. Mais j'aimerais les revoir parce que, voir leur parcours. Je regarde évidemment LinkedIn pour ça, c'est génial parce que
même si vous côtoyez plus les personnes, vous voyez la manière dont ils évoluent, et ce qu'ils promettaient d'être arrive en fait. Mais non, moi ça, l'intergénérationnel, j'y crois beaucoup, dans l'enseignement, dans la relation, et je pense que les jeunes aujourd'hui, parfois je me dis, merde, j'ai quand même 67 ans, on me tutoie, jamais j'aurais imaginé faire ça à 22 ans vis-à-vis d'une femme de 67 ans. Je me serais levé, j'aurais cédé ma place, bon, aujourd'hui c'est un peu plus libre. Ça me déplairait pas qu'un garçon de temps en temps se lève pour me céder sa place, dans le métro notamment. Mais en même temps, ça veut dire qu'on ne considère pas comme c'est plutôt pas mal. Vieille dame, pas encore. Donc oui, non, pour moi c'est une force énorme dans la société, le mélange des générations. Et ça, là-dessus, il faut lutter, vraiment. Parce que je pense que quand je vois justement le mentorat inversé, mais c'est génial. Ce sont des jeunes qui vous apportent des choses, et chacun a à s'apporter, en fait. Moi, la meilleure chose que je puisse apporter, c'est effectivement mon savoir-être, mon savoir-faire. Techniquement, c'est ce que je dis souvent. Quoique, parfois je suis assez fière de moi, parce que comme je suis assez intuitive, je suis très curieuse, j'ai un jeune, et vraiment je le nomme dans mon job, il s'appelle Stanley. Ce jeune a déjà, alors je lui ai appris une ou deux astuces, donc j'étais très fier de moi, mais il m'apprend beaucoup de choses, et surtout c'est cette simplicité de se dire, c'est pas parce que c'est une femme beaucoup plus âgée que moi que j'ai pas cette simplicité de lui apprendre des choses. Et vraiment, c'est un garçon précieux dans notre environnement, parce que il a cette gentillesse naturelle de dire, mais c'est pas grave, je suis là aussi pour ça. Alors c'est pas un professeur, c'est un informaticien. Et voilà. Mais il y a un vrai bon échange entre vous. Ah oui, complètement. Bon, il n'y a pas que lui, il y en a d'autres, même un peu plus âgés, mais je trouve que c'est, voilà, ce que j'aimerais dans l'intergénérationnel, c'est pas être dans le conflit des générations aujourd'hui, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Ouais, je suis assez d'accord. Ça n'existe pas, au contraire. Je pense que les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés, ont vraiment envie de partager. Enfin, je me trompe peut-être, mais en tout cas, c'est ce que j'aimerais dire, et dire que c'est possible, et je pense que quand même certaines entreprises commencent à prendre conscience que le fait aussi qu'il y ait des seniors apporte tellement aux juniors, et inversement proportionnel, que pour moi aujourd'hui une entreprise doit absolument mélanger les générations. C'est un levier de performance et de production extraordinaire. Vous avez 67 ans, Marie-Odile. Oui, hélas. Non. Non. Vous êtes belle, vous êtes fière. Vous êtes gentille. C'est vrai. Qu'est-ce que... je vais pleurer, je crois. Non. Qu'est-ce que vous apportez à votre boîte? Je sais pas. C'est vrai? Je me pose la question. J'aimerais beaucoup... c'est ce que je dis souvent, être une facilitatrice. En fait, j'aimerais être utilisée pour ce que je suis profondément. Mais c'est pas facile. C'est un message qui est pas facile à faire passer. Parce que aujourd'hui, dans les boîtes, c'est le résultat à tout prix, l'argent. Moi, j'ai pas une plus-value là-dessus. C'est pas mon truc. Moi, ma plus-value, c'est d'aller vers les jeunes, d'aller vers les moins jeunes, de faire en sorte que ça se mélange, que ça partage. C'est ça que j'ai envie surtout d'instituer dans mon environnement professionnel. J'espère qu'on comprendra. J'ai encore quelques années à donner parce que malheureusement ma situation financière ne m'offre pas le luxe d'arrêter. Mais en même temps, je me dis c'est une chance de pouvoir continuer à travailler parce que justement grâce aux jeunes, ça vous donne une énergie. Alors, je ne cache pas que le soir mon énergie elle est un peu en berne, même voire parfois abyssale. Mais ça donne un peps incroyable que les jeunes vous regardent comme quelqu'un, pas de jeune, peut-être pas exagéré, ils vous regardent pas comme une personne âgée. Non, et puis vous avez, je suis sûre, beaucoup de valeurs, votre rayonnement, votre passion, votre savoir-être, votre savoir-faire. C'est à double tranchant. C'est à double tranchant, ça a toujours été à double tranchant en fait. Et alors quand les gens adhèrent, c'est génial, parce que moi ça me donne envie de me donner, mais pas à 100%, à 1000%. En revanche, quand c'est quand je dis c'est à double tranchant, ça agace les gens. Alors là, ça devient compliqué. J'ai été confronté parfois
à des personnes que je dérangeais, vraiment, par ma personnalité. Mais aujourd'hui, je me dis, merde, j'ai 67 ans, j'ai plus rien, enfin, non, c'est pas vrai, on a toujours des choses à prouver, mais, enfin, prouver, c'est un bien grand mot, mais j'en ai plus rien à faire. Soit on me fait confiance, j'ai envie de montrer que je suis loyal, que, voilà, je le fais pour les autres. En fait, j'ai envie de me mettre au service des autres. Voilà, c'est ce que je veux, c'est le message que je veux faire passer, c'est d'être utile. Et je pense qu'à nos âges, c'est ce que j'espère, c'est la chance qu'on va donner aux seniors, parce qu'ils ont envie d'être utiles. Ils ont envie d'être utiles. Et ça, j'insiste là-dessus, c'est de se mettre au service des autres. Moi, voilà, ma volonté, mon envie, c'est de me mettre au service des autres. Et sans prétention, je veux dire, c'est vraiment donner aux autres et d'apporter, j'espère, quelques talents et je sais pas comment exprimer ça, mais oui, quelques envies et motivations aux jeunes, aux moins jeunes. Et de dire que tout est possible. Okay. Mais il faut avoir envie. Il faut donner envie. C'est-à-dire, par exemple, des personnes comme vous, c'est génial de vous rencontrer parce que vous donnez envie. Et c'est aussi du respect. Voilà, je respecte le fait que vous donniez une chance au Seigneur. Et j'y crois à fond. Vous avez bien raison. Et je vous souhaite vraiment de réussir et que les gens prennent conscience que des jeunes comme vous qui ont le respect des personnes plus âgées, c'est... Moi, je réussirai, ou en tout cas ce média réussira à partir du moment où certaines auront regardé des émissions et se dire Marie-Odile a fait ça, c'est génial, mais moi aussi peut-être que je suis capable, et que l'image de la société, des recruteurs, des managers, de ceux qui ont le pouvoir de diriger évoluera en se disant mais peut-être qu'effectivement on a quand même une forme de discrimination et qu'on va l'admettre parce qu'on va se regarder devant la glace. Et on a peut-être quand même envie de faire les choses autrement, parce qu'on perd un avantage compétitif, parce qu'on perd un avantage pour notre société, et c'est quand même vachement dommage. Bien sûr, et puis la transmission. Alors, je vois, il y a un DRH qui disait, mais il faut pas penser qu'à la transmission, que les seniors ne servent pas qu'à ça. C'est vrai, mais néanmoins, ne serait-ce que le savoir-faire, savoir-être, ça s'apprend. Bon, il y en a qui l'ont de manière innée, mais ça s'apprend. Et c'est pas très difficile. Quand je disais dire bonjour, ne serait-ce qu'un bonjour. Je vous dis bonjour Mathilde, vous me dites bonjour Marie-Odile, c'est la première approche. C'est ce qui vous donne envie d'aller l'un vers l'autre. Dire merci et remercier. En quoi c'est dévalorisant de dire merci? Au contraire, c'est hyper gratifiant. Dire s'il vous plaît, c'est rien. Il y a 4 mots, franchement, qu'on peut instituer et ça transforme la journée. C'est vrai. Moi, j'arrive le matin, il y a une hôtesse que j'adorais qui malheureusement est partie parce qu'elle est senior, qui était géniale. Tous les matins, je m'efforçais, elle s'appelle Léla, et je m'efforçais pas d'ailleurs, je lui disais bonjour, on discutait, mais le lien, mais c'est essentiel. C'est pas parce qu'elle est hôtesse derrière son comptoir, il y a des gens qui arrivent qui ne disent pas bonjour. Ouais, mais ça c'est pas acceptable. Et vous pouvez pas savoir, ça me révolte outre mesure. Je l'ai vu régulièrement. Il y a une vidéo, je sais plus de qui elle est, mais que j'aime beaucoup, qui est finalement, qui symbolise quelle action peut apporter une boule blanche ou une boule noire. Et donc, voilà, si vous dites bonjour Marie-Odile ou bonjour Pascal, et ben vous lui apportez une boule blanche. Je te remercie pour ce que tu m'as fait. Une nouvelle boule blanche. Plutôt que de l'ignorance, plutôt que l'autre. Et donc, on crée quelque chose de vertueux dans lequel les uns et les autres se sentent reconnus, heureux, respectés. Mais on peut faire tellement de choses. Et franchement, ça coûte cher? Non. Mais franchement, non, mais c'est basique et c'est bon. Dernière question, Marie-Odile. Quel conseil, alors peut-être que le mot conseil est un peu désagréable, mais je vais quand même l'utiliser. Quel conseil est-ce que vous avez envie de donner à ceux qui ont, alors nous, on adresse les personnes qui ont plus de 45 ans, 45, 50, 55, 60, qui ont une carrière qui est pas forcément complètement rectiligne, qui l'ait choisi ou qui l'ait pas choisi, qui ont des moments un peu plus difficiles de traverser du désert, vous qui avez quand même vécu beaucoup de choses, qui avez un énorme sens de la résilience, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Déjà, je pense que quand on a du talent, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de jeunes et d'enfants qui ont du talent, c'est croire en son talent. Et puis, après, les environnements familiaux, malheureusement, on n'a aucune maîtrise là-dessus, mais il y a des enfants qui subissent des environnements familiaux, ça devrait
même pas exister, mais bon, malheureusement ça existe, il faut en être conscient. Mais surtout, lors d'un webinaire, il y a une femme, et ça, j'ai trouvé ça merveilleux, qui avait travaillé, elle était antillaise, elle avait travaillé dans des grands groupes, et maintenant elle s'occupe de jeunes, et elle a eu, alors je sais pas si je le restitue exactement, mais elle a eu un mot important pour moi, c'est les jeunes ont besoin d'une image parentale. Et rapporté à l'entreprise, ben, je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire que, comme il n'y a plus vraiment d'exemples, et j'ai eu l'occasion de témoigner lors d'un colloque qui était extraordinaire dans mon environnement professionnel, de 5e année de futur DRH, un travail exceptionnel, et on m'a autorisé à témoigner. Et c'est ce que je disais, enfin, donner la chance aux jeunes, croire en soi, alors ça c'est pas facile, le dialogue, accepter le dialogue avec les adultes doivent accepter le dialogue avec les jeunes. Et puis, j'entendais souvent, oui, l'adolescence c'est plus un problème des parents qu'un problème des enfants. C'est tellement vrai. Ah oui, les enfants se transforment, c'est pas facile, mais respecter ça, la transformation. Moi j'ai pas été la meilleure pour ça, je dois reconnaître. On a, comme disait maman, elle disait souvent, on veut la vue, mais c'est tellement ça avec les enfants. Aujourd'hui, ça va bien, mais il y a eu des strates pas toujours évidentes. Mais aujourd'hui, j'ai des enfants, enfin, j'ai pas forcément exprimé de fierté, mais plus par humilité, en fait. Et moi, j'ai mon fils aîné et mon deuxième fils, il participait à un concours d'échecs, l'aîné a terminé à 7 ans en finale, et toutes les nanas étaient là en disant « Mais tu dois être fier, tu dois être fier ». Je disais « Non, je suis très heureuse pour lui, mais je serai fier quand il sera adulte et qu'il aura vraiment réussi quelque chose. Mais pour l'instant, oui, je suis très heureuse pour lui. » Donc, ouais, je peux pas me permettre de donner de conseils parce que ma vie, je sais pas si c'est un exemple, je suis pas sûr que ce soit vraiment un exemple, mais en tout cas, croire en la vie. Ça, oui, c'est peut-être la meilleure chose que je puisse dire. Croire en la vie, les rencontres. Ça, c'est primordial. C'est-à-dire vraiment saisir le moment où vous rencontrez quelqu'un, mais apprendre quand même à savoir se défendre. Moi, j'ai pas eu, c'est pas une chance, c'est qu'on m'a pas appris. J'ai appris sur le tas, en fait, et sur le tas d'ailleurs, sur le tas et sur le tas. Et ça, je pense que c'est important d'apprendre à se défendre. Mais tout en gardant ses valeurs, tout en gardant sa colonne vertébrale. Mais il faut aussi qu'elle soit construite. Alors ça, c'est pas facile aujourd'hui. Je pense que des parents qui ont cette conviction, vous êtes une jeune femme, une mère de 4 enfants, je suis très admirative, et dans cet environnement, c'est compliqué de garder ces valeurs et les enseigner à ses enfants. Moi, je me dis souvent aujourd'hui, et ça commençait déjà à la génération de mes enfants, mais quand vous avez, vous, des enfants auxquels vous apportez une éducation, une discipline, tout en étant ouvert, dans un environnement où il y a beaucoup de violence, c'est difficile, mais je pense qu'il faut être en résistance. On essaye de faire du mieux qu'on peut. Oui. Et comme disait votre mère, on navigue à vue. Oui. Mais il faut résister. Moi, je crois que l'exemple, vous êtes forcément un exemple en tant que parent, c'est primordial. Ok. Mais c'est exigeant. C'est relativement exigeant, voire très très exigeant. Et dans les entreprises aussi, s'il n'y a pas l'exemple à la tête, ça peut pas passer. Les gens vous suivent pas. C'est pas possible. C'est difficile parce que c'est une exigence de dingue d'être tout le temps dans l'exemple. On est tous perfectibles, hein. Mais je pense que pour emmener les gens, c'est essentiel. Et pour leur donner un avenir, surtout. Une reconnaissance, voilà. Bon, un conseil, non, je crois pas que il y en a déjà pas mal. Oui, enfin, c'est plus une incitation, je dirais. Voilà. Super. Donc ça, c'est top. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on passe aux petites questions que j'avais appelées questions du tac au tac? Bah, volontiers, je vais essayer d'y répondre. C'est pas évident, mais on va essayer. Vous faites comme vous voulez. Est-ce qu'il y a un livre que vous avez envie de recommander? Alors, c'est compliqué parce que en tant que passionné, il y en a trop? Non, parce que je suis pas une grande lectrice. Hein, j'ai tendance à procrastiner, comme je vous le disais. S'il y a un film, pardon, oui, parce qu'il y a des films aussi que j'adore, mais
il y a un livre qui m'a assez marqué, ça s'appelle Gabi. C'est une écriture à 4 mains par 2 sœurs. C'est sur Gabrielle Buffet, qui a épousé Picabia. Et en fait, je m'aperçois que les livres, j'aime quand il y a de l'art, de l'histoire, parce que c'est aussi dans un contexte historique assez chargé. Et j'ai trouvé que ce bouquin était remarquablement écrit par 2 sœurs qui étaient, je crois, les petites filles de Gabrielle Buffet. Et qui est une vie, alors elle, ça a été un renoncement elle était pressentie pour être chef d'orchestre et elle a sacrifié sa vie pour son mari qui était Francis Picabia, qui était un peintre original plus ou moins reconnu, très jaloux de Picasso, c'était très drôle. Enfin bon, j'ai beaucoup aimé ce livre. Sinon, il y a La vie de François, le livre merveilleux, justement, sur l'intergénérationnel, extraordinaire. Extraordinaire, oui. Est-ce qu'il y a une citation que vous avez envie de partager? Oui, alors il y en a un qui pourrait se moquer de moi, parce que il y a une citation de Sénèque, ce n'est pas parce que nous n'osons pas que les choses... Non, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais bien parce que nous n'osons pas que les choses deviennent difficiles. En substance, c'est à peu près ça. Et c'est tellement vrai. Mais c'est tellement vrai. L'audace, alors c'est pas toujours facile, hein, parce que effectivement, il y a des situations où c'est pas possible, parce que sinon on vous prend pour quelqu'un d'horriblement mal élevé ou sans gêne. Mais oui, ça c'est vrai il faut oser, mais ça on apprend au fur et à mesure. Et je pense que vous, en tant que parent, tout en s'appuyant sur une base évidemment solide, poussez les enfants à avoir de l'audace en fait. Et je pense que plus ça va, plus il faut avoir de l'audace. Bien sûr, on essaye de cultiver ça. Ouais. Et si vous pouviez choisir des invités à votre table, à inviter chez vous un soir, vous inviteriez qui? Alors ça serait un peu anachronique, je dois dire, parce que clairement, ce serait vraiment toute modestie, hein, parce que j'ai toujours été attiré par ou les surdoués parce que ce sont des gens qui vous transportent, qui vous emportent, et des artistes évidemment. Alors je sais pas, ça pourrait être Caravage, parce que j'ai une passion pour Caravage. Je trouve qu'il a une vie tellement audacieuse, pas forcément dans le droit chemin, mais quel talent! C'était un génie. Rembrandt évidemment, puis plein d'autres artistes, des chanteurs. Vous allez me dire, c'est un petit côté midinette, ce que je crois pas être, mais je suis fasciné par la voix de Julien Doré. Ok. Il a une voix, mais c'est tellement sensuel. D'abord, il a 8 octaves, je crois, quand même, ce qui est extraordinaire pour une voix. La Calas, Pavarotti, oui, j'enlève ces gens-là à table de long, plus par sa beauté que par le reste. Voilà, donc c'est complètement anachronique. Alors, je veux placer aussi ça parce qu'il y a 5 jeunes acteurs que j'adore parce que ils osent, parce qu'ils ont du talent. Il y a François Civil que j'adore. Alors lui, il arrive, il a tout le temps la banane aussi. C'est communicatif. Il y a Romain Duris pour d'autres raisons, mais par sa dérision, je crois. J'aime beaucoup sa dérision. Il y a Benjamin Laverne. Extraordinaire. Vous avez vu en fanfare? Je n'ai pas encore vu en fanfare, mais j'ai une passion pour le sens de la fête. Il a un talent, ce garçon, et je pense que ça va être un des plus grands acteurs français. Et allez voir en fanfare, alors, il y a quelques longueurs, mais l'idée originale est quand même assez séduisante. Et il y en a un autre, il y a Sylvie... Ah oui, Pure Marmaille. Ah oui. Alors lui, il a un charme indescriptible. Il touche un peu à certaines choses, c'est dommage, mais ils ont tous les 5, sont des talents vraiment, pour des raisons complètement différentes. Et quand en plus on les réunit, alors là, c'est exceptionnel. Donc voilà, c'est une table, oui, c'est une table sympa, je veux bien venir. Oui, moi je la partage avec vous sans problème. Et... Alors, il y a des hommes aussi, alors si, je pense à quelqu'un justement qui a participé à un de nos séminaires, et, il se reconnaîtra, il s'appelle Malek, je vous en parlais. Et alors c'est un conteur, il a un verbe, mais comment fait-il? Il y a quelques amis aussi comme ça, il y a Jean-Marie, Christian, bon, ce sont des personnes qui intellectuellement sont bien capées.
J'espère qu'ils se reconnaîtront. Et un jour, j'organise, puis je vais arrêter parce que sinon ça peut durer encore des heures, mais j'espérais que ça fonctionne, que ça matche. Donc j'organise un dîner avec 4 amis, et donc Christian, Jean-Marie, Cyril et Jean-François. Et il y en a un qui est journaliste et qui fait des chroniques, un puits de culture j'allais pas dire de science, il y en a un autre qui est un ancien DRH qui, pareil, lit tout le temps, un cerveau incroyable. Il y en a un qui était aussi un grand DG, l'autre, lui, il a un cabinet de conseil, et je vous assure, pendant tout le dîner, alors il y en a 2 qui étaient un peu plus réservés, ça a été un match de ping-pong intellectuel. Moi j'étais là, j'étais le fou du roi, mais en même temps tellement jouissif, puis avec beaucoup de simplicité. Il y avait une petite rivalité, mais pas vraiment, mais le bonheur de partager, en fait. C'est ça que je voulais, ça existe. Alors ça m'a fait rire parce que on était dans un restaurant qui était pas mal, mais les vins étaient hors sol. Ils ont eu la gentillesse de m'inviter. Et alors, c'était très drôle parce qu'il y a Christian qui dit à la fin, je savais que Marie-Odile nous coûtait cher, mais à ce point... J'avais pas imaginé. J'étais un peu gêné. Et voilà, c'est ça, moi, c'est cette effusion de talent, d'intellect. Moi, c'est ça qui me nourrit. Si je pouvais demain rencontrer tous ces gens-là, mais je serais folle de bonheur. Génial. Et dans tous les domaines, c'est le sport aussi, Estanguet. Je rêvais de rencontrer Estanguet, parce je sais pas, en même temps, il est devenu sûrement un peu politique, c'est quand on aborde une telle organisation, forcément. Il a quand même très bonne presse, hein. Puis j'ai vu une interview, il a l'air assez simple. Bon, de toute façon, en tant que sportif, déjà, il exprimait ça, et je suis hyper admiratif de ce qu'il a produit, vraiment. Et bon, voilà. Donc, est-ce que c'est une grande table, en fait. Ce serait une belle table, ce serait une super table. Voilà. Marie-Odile, merci pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Merci de m'avoir écouté, parce que vraiment, mes enfants souvent me reprochent de dire, mais j'ai tellement de trucs dans la tête que j'ai besoin d'exprimer. Merci de votre écoute. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. C'est rare. Et donc ça m'a permis de m'exprimer, et je pensais pas être capable de pouvoir exprimer autant de choses, en fait. Donc, merci à vous, Mathilde. Vraiment, j'ai envie de vous embrasser. C'est très tactile. C'est pas toujours sur le vécu, mais croyez-moi, c'est en tout bien, tout honneur. Tout va bien, vous êtes la bienvenue. Il n'y a pas de problème, il y a votre époux qui est là, en plus. Donc, mais voilà. Non, merci mille fois. Vraiment, c'était un pur bonheur de se rencontrer, déjà. Plaisir partagé. Et de m'avoir offert cette opportunité, sincèrement. Trop bien. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, commentez-le, mettez des étoiles, abonnez-vous, je compte sur vous.